Je vais me permettre du coup de prendre la parole parce que moi aussi j'ai une chronique, une vraie chronique, pas une anecdote pour le coup. On a déjà parlé de cet aspect à plusieurs reprises, notamment tu en as parlé un tout petit peu à un moment donné, Mika, tout à l'heure. On va parler du chemin de fer pendant la guerre de sécession. Oui. Alors, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, j'ai toujours été un petit peu fasciné par le conflit de la guerre civile aux États-Unis, mais il y a une autre passion que je vous ai cachée, une passion secrète. Ma Oh. passion pour les trains. Voilà, Ah c'est ouais. mon mea culpa, je le Light fais aujourd'hui, Train. j'adore les trains, voilà, je kiffe les trains, que ce soit des gros I trains, like des petits trains, train. etc. Mais surtout ce que j'adore, c'est les chemins de fer à vapeur, et je pense qu'honnêtement c'est lié directement à ma passion pour le Far West, passion que j'ai parce que je suis passionné par la guerre de sécession, bref, tout est lié. Et du coup, je me suis dit, ok, tu veux faire un hors-série sur la guerre de sécession, t'as fait venir plein de gens, mais toi, de quoi tu vas parler réellement? C'est quoi le truc le plus important pour toi? Et j'ai cherché, j'ai eu envie de parler de plein de trucs. Vous l'avez vu les auditeurs, j'ai parlé de plein de trucs, mais je me suis dit, en vrai, s'il y a un bouleversement au cours, je trouve, du 19e siècle, c'est le chemin de fer, et spécialement le chemin de fer en utilisation de guerre. Donc parlons de l'importance des chemins de fer pendant la guerre de sécession. Alors on va commencer par le commencement. À l'aube de la guerre, ça en est où les USA et le train? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès l'époque fondatrice de la guerre d'indépendance à la fin des années 70, 70 de 1770 bien sûr, les grands centres industriels de production sidérurgique et métallurgique se trouvent principalement, comme on l'a vu tout à l'heure, concentrés au nord-est des États-Unis. Et c'est donc fort logiquement que le premier chemin de fer américain est créé sur la côte est en 1827. Il s'agissait de la Baltimore and Ohio. En décembre de la même année est fondée au sud la South Carolina Canal and Railroad Company, la première compagnie à mettre en œuvre une ligne régulière de transport non pas de marchandises mais de passagers par train à vapeur depuis Charleston. Elle fut inaugurée en 1830 pour le Christmas Day, lorsque la liaison, longue de 219 km avec la ville de Hamburg en Caroline du Sud, est terminée en 1833, cette ligne devient alors la plus longue ligne ferroviaire du monde. Pourtant, les États-Unis sont loin d'être les pionniers de ce nouveau mode industriel de transport. En effet, ce sont les Britanniques qui gèrent dans le domaine et vont prendre naturellement une part très importante dans les premiers développements des chemins de fer états-uniens, tant au niveau technique qu'au niveau financier. C'est ainsi qu'une centaine de locomotives est importée du Royaume-Uni entre les années 1829 et 1841. Si les Américains commencent à construire leurs propres machines dès 1830, ce sont les années 1850 qui voient un véritable boom ferroviaire sur l'ensemble du territoire des États-Unis, en particulier, comme on l'a vu, dans le nord plus industrialisé. En effet, en 1840, 4500 km de rails sont posés et 20 ans plus tard, il y en aura au total 50 000. C'est aussi à cette époque que les locomotives américaines commencent à se différencier de leurs cousines européennes au niveau du design. L'une des caractéristiques les plus marquantes étant l'installation d'imposants chasse-pierre pare-buffle à l'avant des machines, typique bien évidemment encore une fois des chemins de fer de western tant affectionnés par ma personne. Tandis qu'une grande variété d'engins et de châssis est développée en Europe en fonction des missions, locaux de service, transport rapide de passagers, réseaux industriels, miniers, etc., les Américains développent principalement des tractions de type 4x4-0 à 4 roues motrices qui sont dès lors les locomotives standards à la veille de la guerre de sécession. C'est en 1853 que j'ai bugué parce que j'avais mis 1953 et je me suis dit ça n'a aucun sens. Donc c'est en 1853 que les premières cartes des réseaux de chemin de fer vont se créer. Cette année-là, à la demande d'un certain Jefferson Davis, que vous connaissez bien maintenant car il s'agit en fait du président des futurs États confédérés d'Amérique, alors secrétaire de la guerre des États-Unis, le Congrès va subventionner l'Army Topographical Corps afin que plusieurs groupes expéditionnaires d'ingénieurs étudient parmi 4 itinéraires possibles, la route la plus directe, la plus praticable et la plus économique pour la première voie de chemin de fer reliant le Mississippi à l'océan Pacifique. La publication du rapport de ces missions exploratoires ouvre la voie à une importante publication de cartes des réseaux générales, locales ou sectionnaires des projets de nouvelles lignes en service venant compléter celles déjà existantes. Ces documents vont se révéler d'un précieux intérêt militaire dans le conflit à venir, notamment en ce qui concerne la planification des opérations. Le chemin de fer est essentiellement utilisé pour des transports de marchandises, les lignes de voyageurs étant peu nombreuses et le parc de voitures nettement moins développé que celui des wagons de fret. C'est un truc que les États-Unis vont garder même encore aujourd'hui, parce que le transport ferroviaire aux US c'est pas ça. Il existe par ailleurs peu de grandes lignes entre guillemets, notamment surtout inter-États. Le projet de liaison transaméricaine en étant encore à ses débuts. Faudra en effet, je me mets un aparté, mais attendre à la fin de la guerre de sécession pour qu'il y ait le premier chemin de fer transcontinental avec la Central Pacific et l'Union Pacific, ceux qui ont fait le JDR Western, vous le savez. Au nord comme au sud, les voies ferrées ont été construites et sont exploitées par des sociétés privées, se faisant bien évidemment concurrence, parce que le capitalisme c'est chouette.
Il y en a par exemple plus de 100 dans les futurs États confédérés. Le trafic est essentiellement local, il n'y a pas de concertation entre les compagnies, ce qui entraîne par exemple l'utilisation d'écartements de rails différents, interdisant de facto la connexion des différents réseaux et donc une utilisation simple pour les armées en campagne. En fait, en 61 par exemple, on trouve ainsi au nord 13 types différents d'écartements, bien que 3 d'entre eux soient prédominants. Alors, ces histoires d'écartement, je vous explique, parce que c'est vrai que quand on s'y connaît pas en chemin de fer, c'est un peu compliqué. En gros, les rails sont pas toujours écartés de la même manière. Aujourd'hui, l'écartement standard, ça va être 1435 mm, soit 4 pieds et 8,5 pouces, qui est utilisé, donc c'est ce qui est utilisé par les Britanniques à la base. Vous avez aussi le fameux système métrique où vous allez vraiment avoir juste 1 mètre. Donc du coup, tout ça pour vous dire qu'en fonction de qui construit les rails, c'est le bordel le plus total. Là, je parle des États-Unis, mais en France, c'est pareil. En fonction des différentes compagnies au début du 19e siècle, vous allez jamais vraiment avoir la même chose. C'est pour ça qu'il n'y a plus de train en Ardèche. Voilà. Et tu déconnes, mais effectivement en Ardèche, la plupart du temps, c'était système métrique parce que les lignes départementales début 20e étaient plutôt en système métrique. Bien que malgré tout, Paris, Lyon, Marseille avaient quand même des lignes de chemin de fer principales en Ardèche qui, elles, ont été supprimées par le gouvernement, mais ça, c'est le sujet d'une peut-être autre chronique. Bref, l'utilisation d'écartements différents interdit donc de connecter les différents réseaux. Pour pallier à ce problème, différentes astuces sont utilisées ponctuellement. Certaines lignes sont équipées de 3 rails où le matériel roulant est équipé de roues extra larges, pouvant donc changer d'écartement de voie. Mais le plus simple, c'est encore simplement d'avoir différentes gares qui sont pas très loin les unes des autres, comme ça vous prenez votre train, vous arrivez à la gare, vous descendez, vous marchez jusqu'à une autre gare, et hop, vous y allez. Par exemple, à Philadelphie, il y a 3 réseaux avec 3 gares qui n'ont aucune connexion entre elles, à part des hippomobiles qui circulent dans la ville. Richmond, par exemple, eux, ils ont 5 gares sans aucune liaison non plus. Mais bref, en gros, les lignes de chemin de fer sont dans leur quasi-totalité à voie unique. En conséquence, cela nécessite le recours à des voies de dégagement à des intervalles réguliers et à un système rigoureux de plan de circulation des trains. Cela amènera un recours rapide au télégraphe dont tu as parlé tout à l'heure, Mika, pour pouvoir relier les gares pour avoir un véritable suivi des trains. Pour la pose des voies de chemin de fer, la vitesse est privilégiée, cela conduit à poser des traverses à même le sol avec un minimum de ballast. Les voies sont soumises alors à des risques très importants de déformation, augmentant les risques de déraillement et imposant une maintenance très importante. Les traverses en bois brut non traités ont donc une durée de vie très limitée à quelques années seulement. S'il existe des ponts en maçonnerie, la plupart d'entre eux, pour des raisons de vitesse de pose encore une fois, sont construits en bois et de coup sont plus faciles à reconstruire en cas de destruction du fait des forces de nature ou à tout hasard d'une guerre. Une autre donnée importante pour comprendre la différence entre le nord et le sud, c'est leur capacité de création de locomotives. Si au nord on compte une douzaine de sites en mesure de fabriquer des locomotives, au sud aucun ne sera en mesure de le faire. Essentiellement du fait de la concurrence avec d'autres produits métallurgiques demandés, comme par exemple des plaques de blindage pour la marine. En 60, 470 locomotives avaient été construites, mais seulement 19 dans l'ensemble des États qui feront sécession. Les locomotives, bien évidemment, vont fonctionner au bois. Certaines lignes sont passées à l'utilisation de charbon, mais cela ne se généralisera vraiment qu'après la fin du conflit. Sur le plan rendement, une loco parcourt la même distance en consommant une corde de bois ou une tonne de charbon. Avec une corde de bois et 1000 gallons d'eau, c'est-à-dire la capacité d'un tendeur, une locomotive peut parcourir jusqu'à quand même 40 km. Voilà du coup pour la base de la base, comment ça fonctionne, les chemins de fer aux États-Unis. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on zoome sur les différentes capacités des deux États, et on va commencer directement par les vainqueurs, l'Union. J'avais prévu une petite citation, mais je vais les virer parce qu'au final, c'est pas très important. Dans les années 1850, les États de la Nouvelle-Angleterre, du sud et du sud-ouest des Grands Lacs connurent un très important développement de leur réseau ferroviaire. Sur les quelques 30 miles de voies ferrées construites en 1860, 22 000 l'avaient été dans les années 1850, dont 15 000 dans cette région, principalement dans les États de l'Indiana, de l'Illinois et de l'Ohio. Prenez une carte comme pour Ben pour pouvoir voir de quoi je parle. 3 facteurs socio-économiques majeurs concoururent à celui-ci, d'une part la révolution industrielle, d'autre part les débuts de la conquête de l'Ouest, mais ceux-ci peuvent entre autres s'expliquer aussi par les vagues de migration venues bien évidemment d'Europe. Or, ces nouveaux migrants, imprégnés d'idéaux plus ou moins démocratiques, montrèrent peu de sympathie pour l'esclavagisme sudiste ainsi que pour les grands propriétaires, bien évidemment. Tandis que les artisans et les ouvriers et les petits commerçants s'installaient principalement dans les États de la future Union abolitionniste, les paysans, eux, se sont établis comme fermiers cultivateurs de blé dans l'Ouest, devenant ainsi des partenaires économiques privilégiés de l'Union pour l'écoulement de leur production céréalière. Les ports de la côte étant, via les chemins de fer, les débouchés naturels de leur exportation vers l'Europe. Quoi qu'il en soit, dès cette époque, le transport ferroviaire avait supplanté le convoyage par canot dans le Nord.
Les grands fleuves de l'Est des États-Unis restent d'importants axes de communication, la région des Grands Lacs est densément couverte de liaisons avec le Mississippi, le Missouri, etc. La construction de ces voies s'inscrivent par ailleurs dans un projet de connexion dont on a parlé, transaméricaine vers le fameux Pacifique. Ainsi, l'essentiel des communications se fait toujours par voie fluviale, mais les grands centres urbains industriels, recrutement, arsenaux, etc., c'est le chemin de fer. Et comme tu l'as dit Mika, ça va énormément jouer dans le conflit, parce que côté Confédération, c'est pas la même. Le développement des voies ferrées s'est fait beaucoup plus rapidement dans le nord que dans le sud. En effet, en 1840, le sud possédait 40% des lignes construites. 10 ans plus tard, ce pourcentage tombe à 26%. Quand éclate la guerre en 61, il y a environ 30 000 lignes de chemin de fer déployées dans le pays, et sur ce chiffre, quelques 9 000 miles le sont dans les États du Sud. La Confédération accuse un retard extrême, même si toutefois certains pays comme la Virginie ou la Caroline du Sud ne sont pas non plus en reste face au chemin de fer de l'Union. Pour son bon fonctionnement, le chemin de fer nécessite un fonds industriel, des savoir-faire, une infrastructure financière destinée à la gestion des investissements. Or, le sud des États-Unis, comme on n'arrête pas de le voir, est accroché à son mode de production agricole esclavagiste du coton, et n'a en fait que très peu développé ce côté-là, ce côté industriel. En effet, l'essentiel de son industrie est tourné vers des moyens de locomotion du commerce du coton vers l'Europe. Donc une industrie fluviale, moins coûteuse, pour transporter les marchandises jusqu'au port où les bateaux les attendront pour partir justement vers la France et l'Angleterre. Ces carences dans le domaine industriel, pourtant si crucial à un effort de guerre, vont continuer à se réduire drastiquement à la veille de la guerre de sécession. Cela aura ainsi de fâcheuses conséquences sur les fournitures militaires telles que l'artillerie, les armes, les munitions, etc. Un autre défaut des lignes confédérées se trouve dans les très nombreuses compagnies exploitant les lignes sans aucun raccordement, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là où le Nord va toutefois au bout d'un moment finir par raccorder plusieurs lignes entre elles, le Sud lui va se heurter à la résistance de notables locaux, refusant que leurs lignes soient reliées à leurs concurrents. On se retrouve alors avec des scènes absurdes où des soldats doivent traverser des villes entières à pied d'une gare vers une autre gare. Je vous donne un exemple un peu fou. En gros, c'est comme si votre armée arrive en gare de Montparnasse et doit aller à pied à Gare de Lyon pour prendre un autre train. Ça n'a absolument aucun sens. Dernier problème, qui aura du coup de lourdes conséquences pendant le conflit, c'est la mauvaise qualité des infrastructures. En effet, certains réseaux, utilisant des rails en bois renforcés de lames en fer, vont du coup forcément avoir des problèmes à force de faire passer les trains tout le temps. Au final, la faiblesse des investissements et leur totale dépendance aux rentrées financières procurées par le commerce international du coton rend le chemin de fer des États confédérés totalement tributaire de l'ingénierie et de la technologie exogène pour ses fournitures matérielles, voire même pour son personnel. Et ça va causer un gros problème quand il va commencer à y avoir un certain blocus autour des États de la Confédération. Bref, l'ouverture des hostilités eut d'emblée un effet néfaste sur la fortune du réseau ferroviaire de la Confédération. La déclaration de guerre avec le Nord et l'instauration du blocus dont je vous parlais privent le Sud de ses approvisionnements en matériel roulant et en rail. Par ailleurs, les livraisons de coton ayant été suspendues dans le but de rallier les puissances européennes à la cause sécessionniste, les chemins de fer furent aussi privés de leur principale source de revenus. De nombreuses compagnies furent ainsi forcées de licencier du personnel, en particulier des ingénieurs, des techniciens très expérimentés. Mais convaincus que la guerre ne s'éterniserait pas, ni les opérateurs ferroviaires, ni les autorités politiques et militaires ne s'inquiétèrent cependant de trouver ou de mettre en place des infrastructures alternatives pour le développement et l'amélioration et la maintenance des différents réseaux. La dégradation de la situation des chemins de fer confédérés est encore renforcée par la rivalité entre l'armée et la marine dans la course à l'acier et au contrôle des différents réseaux. Non content de, entre guillemets, cannibaliser les réseaux pour se procurer de l'acier sans se soucier de désorganiser les mouvements des colonnes militaires et l'économie de guerre, la marine entre plus d'une fois en confrontation ouverte avec l'armée pour, tout simplement, la fabrication des objets. En gros, la sidérurgie, quoi. En mars 64, par exemple, le général H.W.C. Whiting, je sais plus, j'arrive pas à le prononcer, commandant militaire d'un district de la Caroline du Nord, entre en gros conflit avec la Confederate Navy, engagée dans la construction du cuirassé fluvial, le CSS Albemarle. Les noms à chaque fois sont toujours un peu compliqués, je suis désolé. Au point que ces hommes s'opposèrent baïonnettes au canon aux marins qui étaient chargés de faire l'acheminement ferroviaire des plaques de blindage sur une seule ligne locale encore en état. Donc ils étaient prêts à se taper dessus pour récupérer les différentes plaques qui auraient pu servir d'un côté à la marine pour les bateaux, de l'autre à l'infanterie pour justement les trains. Donc du coup, forcément, ça va foutre le bordel un peu dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, le 17 avril 62, le Sénat confédéré, parce qu'ils ont un Sénat, bloqua enfin une loi autorisant les militaires à prendre le contrôle des chemins de fer.
Mais il faut vraiment attendre 1863 pour qu'un premier plan de réquisition soit enfin mis en place, mais c'est déjà trop tard. En effet, en l'absence d'une politique ferroviaire globale, d'un cadre légal, administratif cohérent, les rares spécialistes militaires confédérés chargés de la gestion de l'arme ferroviaire, non contents de devoir gérer les contingents pratiques et techniques imposés par le conflit, eurent dès lors aussi à assumer les intrigues politiques souterraines, le lobbying affairiste, les particularismes locaux des États confédérés un peu chatouilleux de leur indépendance et les exigences irréalistes, voire les ingérences intempestives des différents commandants locaux. Et oui, c'est le problème. Quand vous êtes confédéré, du coup, forcément, d'un État vers un autre État, c'est toujours un petit peu compliqué de créer du lien. Aussi, du coup, si l'Union parvint à surmonter ce handicap au moyen de vraies mesures législatives presque autoritaires et de dispositions techniques appropriées, le gouvernement confédéré a dû batailler tout au long du conflit avec les oppositions politiques et affairistes locales pour tenter d'en venir à bout, avec un succès très relatif et mitigé en fin de compte. Avec le recul, comme l'a dit Mika au tout début de cet épisode, c'était en fait mission impossible pour avoir un réseau ferré convenable pour les États confédérés. C'est très clair. Dans la merde dès le départ, et à chaque fois qu'on soulève un point, c'est encore pire. Ils étaient encore pires. En fait, ils avaient aucune chance, les mecs. Le coup de l'écartement des rails, c'est vraiment... Ah, mais tout le monde s'est fait avoir par ça. Non, prends ma mesure. C'est moi qui décide de comment il est le train. Bon, du coup, maintenant, on va voir concrètement comment ça marche finalement une guerre ferroviaire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fut le premier conflit qui vit l'usage intensif du chemin de fer à des fins militaires, préfigurant le rôle clé qui sera appelé par la suite à jouer dans les guerres, par exemple franco-prussiennes de 70. Aussi la guerre des Boers, mais surtout bien évidemment la fameuse Première Guerre mondiale, dont nous avons déjà 2 épisodes qui ont été faits que je vous invite à aller écouter. Dans les années 1850, époque du grand boom des chemins de fer aux États-Unis, peu nombreux pourtant furent ceux qui se penchèrent sur l'étude d'une utilisation guerrière de ceux-ci. C'est qu'à l'époque, fort de l'expérience de la guerre anglo-américaine des années 1812 et de la toute récente guerre mexicaine, les penseurs militaires américains n'avaient envisagé que l'hypothèse d'une guerre aux frontières contre un ennemi bien moins équipé, misant sur l'étendue du territoire national comme moyen de défense en profondeur. Oh, les petits gourgandins, ils n'avaient pas pensé qu'ils allaient finir par se taper dessus entre eux. Globalement, la richesse des moyens ferroviaires de l'Union et la souplesse et l'efficacité de leur gestion permirent aux généraux nordistes de mener une stratégie très offensive qui leur permit de porter le fer directement en territoire ennemi, tout en lui donnant systématiquement la possibilité de contrer les initiatives de son adversaire dans ce sens. A l'inverse, si la Confédération fut dans l'ensemble capable de parer au plus pressé, ses lacunes dans ce domaine l'empêchèrent d'exploiter au niveau stratégique ses succès locaux. La destruction méthodique et planifiée de ses réseaux par le Nord ruine alors son effort de guerre et ses capacités de réaction, jusqu'à les contraindre à la reddition de 1865 après la longue campagne de Petersburg, au cours de laquelle les chemins de fer jouèrent un rôle déterminant, en étant tout autant un des enjeux essentiels. Le recours aux chemins de fer pendant la guerre de sécession a donc permis d'étendre la taille et la profondeur des zones d'opération et l'importance des effectifs et moyens engagés. Par exemple, la campagne menée par Sherman en 64, au cœur du territoire des États sécessionnistes, mit en œuvre près de 100 000 soldats et 35 000 animaux, tout en ne dépendant que d'une seule ligne de ravitaillement par voie ferrée. Mais elle limite en contrepartie l'effet de surprise, puisque la présence de l'armée est à rechercher à proximité de sa ligne de ravitaillement stratégique. Par contre-coup, l'utilisation de cet outil tributaire d'infrastructures statiques amènera donc paradoxalement la réduction de la zone d'action des armées, dépendant ainsi du coup des voies ferrées et ne pouvant guère s'éloigner de la tête du réseau, sans risquer de ne plus être capable de maintenir un niveau de ravitaillement normal. Compte tenu de ces contingences logistiques, les lignes fluviales et ferroviaires constitueront donc des véritables axes de progression des troupes de l'Union pendant ces offensives en profondeur sur les territoires de la Confédération. L'armée du Potomac, par exemple, n'évoluera qu'à proximité des 2 têtes de réseau des lignes d'Alexandria et de Acquia Creek. De même, les lignes ferroviaires méridiennes confédérées constitueront l'axe de progression du général Sherman pendant sa campagne de 64, comme je vous le disais. Celui-ci ne quittant la proximité du cordon ombilical que constituaient ses propres lignes du ravitaillement ferroviaire que lors de la phase finale de sa marche vers la mer. Alors finalement, un train, ça sert à quoi? On l'a vu, c'est le support des armées en campagne, le transport des troupes et des équipements. Mais c'est aussi l'acheminement de renforts défensifs ou offensifs, l'évacuation bien évidemment aussi des troupes. Mais surtout un dernier point, c'est qu'il s'agit aussi de protection et d'attaque de zones sensibles via la création d'une arme d'un nouveau genre, les trains blindés. Alors reprenons depuis le début.
Pour ce qui est du support des armées en campagne, l'extension du champ de bataille, qui à partir de 62 s'étendra grosso modo au nord, au sud de la vallée du Potomac au golfe du Mexique et d'est en ouest de la côte atlantique jusqu'au Mississippi, rend indispensable le recours systématique au chemin de fer pour le déplacement massif des troupes et de leur approvisionnement. Les chemins de fer ne permettent pas seulement la concentration méthodique et planifiée des troupes dans le cadre d'opérations programmées, mais ils offrent également aux chefs militaires une capacité de réaction rapide aux aléas de la bataille, permettant l'engagement ponctuel de renforts défensifs ou offensifs, le retrait rapide de troupes mises en difficulté pour éviter leur mise hors combat totale. L'utilisation des lignes intérieures, un autre résultat de l'usage du chemin de fer, sera de mettre généralement les adversaires dans l'impossibilité de tirer définitivement profit de l'utilisation des lignes intérieures d'opération, en donnant à maintes reprises aux défenseurs la possibilité de contrer toute tentative de débordement de l'assaillant par ce moyen. L'outil ferroviaire, mis au service de la stratégie, permet alors d'annuler l'avantage accordé à un assaillant, manœuvrant par lignes intérieures en offrant une meilleure capacité de réaction aux défenseurs. Ce notamment par la vitesse de déplacement des forces qu'il permet, les manœuvres s'annulant ainsi réciproquement et les tentatives de contre-attaque étant même la plupart du temps neutralisées. Alors, parlons maintenant des trains blindés, parce que finalement vous êtes là pour ça, j'en suis sûr, et du coup on va parler de l'un des généraux les plus célèbres de la Confédération. C'est qui le général le plus célèbre de la Confédération? Lee. C'est Lee. Lee, exactement, c'est Robert Lee. Robert Lee. Robert Lee est diplômé de West Point, et lorsqu'il reçoit son diplôme, il n'existe pas de ligne de chemin de fer dont la longueur excède 100 miles. Toutefois, bien que n'ayant aucune expérience professionnelle ou technique dans le domaine ferroviaire, Lee sut rapidement prendre la mesure des possibilités stratégiques et tactiques offertes par le chemin de fer tout au long du conflit. Le général tâcha d'exploiter au mieux les maigres ressources ferroviaires dont disposait la Confédération. Au début de la guerre civile, de nombreux ingénieurs, cadres supérieurs ou dirigeants de compagnies de chemin de fer ont donc été affectés tant au nord qu'au sud à des postes d'officiers supérieurs, responsables notamment de la planification stratégique et tactique des mouvements de troupes et de la logistique, étant les seuls vraiment spécialistes disponibles. La paternité de l'artillerie ferroviaire et du train blindé peut sans conteste être attribuée au commandant en chef de l'armée confédérée Robert Lee en juin 62. Devant faire face à l'invasion de la péninsule de Virginie par McClellan, Lee demande au responsable de l'armement Josiah Gorgas de mettre au point, en collaboration avec la marine confédérée, un équivalent terrestre ferroviaire de l'ironclad CSS Virginia, construit sur l'ancien USS Merrimack. C'est ainsi que fut conçu et construit le Dry Land Merrimack, le Merrimack de la terre ferme, un bunker de bois renforcé à l'intérieur et à l'extérieur par des lames d'acier, Lee craignant qu'en face on fasse aussi un gros train blindé. Le train est aussi armé d'une énorme pièce d'artillerie lourde de 32 livres pesant plus de 60 tonnes, qui devait être poussée en avant d'une locomotive équipée d'un timon spécial. Ce canon d'assaut ferroviaire fut engagé avec un retentissant succès pendant la bataille de Savage Station. L'intention de Lee fit école au sein de l'armée confédérée puisque par la suite, le général John B. McGruder aligna un engin similaire, blindé de balles de coton compactées, pendant la défense de Galveston au Texas en 63, engageant à cette occasion des vaisseaux de la marine de l'Union, qui étaient censés appuyer le débarquement des troupes nordistes. En mars de la même année, c'est le général Joseph Finnegan qui va utiliser un autre type de train de même genre pour empêcher un raid amphibie nordiste contre la ville de Jacksonville en Floride. Plus tard, il fera la même chose à la bataille de Olustee en février 64. À côté de ces engins lourds confédérés, on va également engager des batteries légères, simples plateformes peu ou pas du tout protégées, emportant une ou deux pièces de campagne et aussi des fantassins. C'est des engins qui vont se révéler d'un emploi tactique plus souple et moins contraignant sur les voies. Oui, en gros la différence c'est que le gros train blindé vous pouvez pas trop le bouger, à part sur les rails, généralement il va vraiment plutôt servir à quelque chose de défensif, là où des trains semi-blindés vont pouvoir littéralement accompagner et protéger les troupes lors de différentes stratégies offensives. Ayant opté pour une stratégie offensive plus manœuvrière, les troupes de l'Union ne vont pas s'encombrer de ce type d'engins lourds pendant leur campagne au cœur des territoires de la Confédération. Ce ne sera qu'à l'occasion du long siège de Petersburg, entre juin 64 et mars 65 pour être plus précis, qu'ils firent leur apparition dans l'arsenal nordiste. Aux côtés de pièces d'artillerie lourdes sous casemate, l'armée fédérale va aligner ainsi le Dictator, un mortier lourd de marine monté sur un wagon plat multi-essieux. Bref, l'importance des réseaux de chemin de fer dans ce conflit va les transformer eux-mêmes en un objectif militaire prioritaire. La ligne stratégique de la compagnie Baltimore en Ohio sera très particulièrement exposée à toutes les opérations militaires tout au long de la guerre, ainsi que certaines localités comme Harper's Ferry, Chattanooga ou Atlanta, théâtre à plusieurs reprises de batailles homériques. Eh bien, ce sont toujours à chaque fois des nœuds ferroviaires cruciaux dont la prise de contrôle revêt un intérêt capital pour la poursuite des opérations. Contraintes de combattre sur leur propre territoire, les forces armées sécessionnistes bénéficient cependant d'un double avantage que leur offrait cette situation. La possibilité de mobiliser les milices locales, dont on a parlé tout à l'heure, pour renforcer les effectifs des corps de troupes,
et celle de vivre sur le pays avec l'aide volontaire et patriotique, entre guillemets, des locaux au moyen de réquisition. Volontaire ou pas volontaire, bien évidemment, parce que les armées étant des armées, la plupart du temps, on prend juste ce qu'il y a à prendre. Engagée en terra incognita, l'armée nordiste, elle, au contraire, se vit obligée d'importer sur le champ de bataille différents effectifs, tâche à laquelle le chemin de fer lui était donc indispensable. Rien de surprenant dès lors que l'armée confédérée fit de la guerre ferroviaire, raids de sabotage sur les bois, destruction de gares, de ponts, embuscade des convois, une de ses priorités. En gros, c'est une véritable guérilla contre le train que va mener une partie de l'armée confédérée. La cavalerie et les milices irrégulières de francs-tireurs mobiles et très rustiques vont être justement essentielles dans ce genre de tâches. Parce que oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit assez, mais l'armée confédérée, elle est beaucoup plus désordonnée parce que justement, c'est une armée confédérée. Donc il y a beaucoup de milices et souvent il y a beaucoup de gens qui décident tout simplement de se battre par eux-mêmes. C'est les fameux bushwhackers notamment qui ont sévi au Kansas. Les trains furent également engagés dans des missions de reconnaissance. Il s'agisse de reconnaissance des lignes elles-mêmes et aussi d'inspection d'ouvrages d'art ferroviaire, les ponts, les tunnels, etc., etc. Les chemins de fer et la sécurisation de la campagne fédérale de Washington furent l'un des enjeux des toutes premières opérations de l'armée unioniste. Dans les premières semaines du conflit, celle-ci se porta en Virginie occidentale dans le but de se rendre maître de la ligne Baltimore and Ohio, qui commandait les communications entre Washington et l'ouest d'une part, mais aussi le port de Baltimore et la baie de Shakespeare de l'autre. Ce port devait constituer le point d'évacuation notamment du président Lincoln et du gouvernement, donc un point très très important. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir quelques exemples où la présence de réseaux ferrés fut déterminante dans la victoire d'un ou deux camps. On va notamment parler de la première bataille de Bull Run en juillet 61, qui, outre le fait que c'est une bataille où des civils ont assisté parce que les unionistes étaient persuadés de gagner, elle fut aussi le révélateur de l'importance que l'arme ferroviaire allait prendre dans le conflit qui venait d'éclater. Dans la première phase de la bataille, les unités nordistes et sudistes avaient engagé successivement jusqu'à leur dernière réserve sans faire pencher la balance de la victoire de manière déterminante en faveur de l'un ou deux camps. C'est alors que le corps du général sudiste Johnson entre en scène. Parti de Shenandoah et parcouru une partie du chemin de fer le séparant de la bataille en train, ils vont tomber par surprise à un moment déterminant de la bataille dans le flanc ouest des unionistes. Et du coup, patatras, défaite de la part des nordistes. Autre exemple, 1862, la Confédération réalise une véritable première dans l'histoire des chemins de fer avec la planification et la construction et la mise en service en un temps record de la première ligne conçue et exploitée à des fins militaires. Les Confédérés vont construire une ligne de 5,5 miles, donc à peu près 8 km, depuis le dépôt de la compagnie Orange and Alexandria Railroad à Manassas Junction vers Centreville en Virginie. Cette ligne entrera dans l'histoire sous le nom de Centreville Military Railroad. Elle fut utilisée pour le ravitaillement des défenses sudistes sur le Centreville Plateau, au niveau justement encore une fois de la fameuse rivière de Bull Run. En avril 62 a lieu ce qui est sans doute le premier raid commando mécanisé de l'histoire. En effet, le 12 avril, un groupe de soldats de l'Union, sous le commandement de James G. Andrew, s'empare d'un train près du camp sudiste McDonald à Kennesaw, en Georgie. Et à son bord, prend la direction de Chattanooga, dans le Tennessee, avec pour objectif de détruire méthodiquement, sur leur passage, la ligne ferroviaire qu'ils empruntaient et ainsi de couper l'approvisionnement vers la ville d'Atlanta. Un important rôle de la ligne de défense confédérée. Mais le conducteur du train dérobé, William Allen Fuller, se lance avec détermination à la poursuite du commando. Mec, c'est des poursuites en train, quoi. Malgré les embûches semées par celui-ci, la traque contraint les nordistes d'infliger de trop sérieux dommages à la ligne ferroviaire et ils vont du coup abandonner leur projet parce qu'eux-mêmes ne peuvent plus avancer puisqu'ils sont tombés à court de bois de chauffe. Les assaillants vont se disperser dans les bois mais seront du coup rapidement capturés et pour la plupart d'entre eux ils seront passés par les armes. La fameuse bataille de Savage Station dont j'arrête pas de parler est survenue au 4e jour de la Seven Days Battle lors de la première campagne de la péninsule de Virginie et vit du coup à l'initiative de Lee le tout premier engagement d'un engin de combat ferroviaire, le fameux Dryland Merrimack dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, ça a eu un énorme impact psychologique sur les troupes qui sont autour, mais en fait, elle fit pas tant de dégâts que ça sur les troupes. C'est juste que c'était la première fois que des soldats voyaient un engin de mort comme celui-ci, gros, terrifiant, sur des rails, quoi, finalement. Faut imaginer que pour nous, ça nous paraît presque bateau, mais pour des gens à l'époque qui sortent de leur, on va dire, de leur petit état du Missouri, ça doit faire un petit peu bizarre quand même. Harper's Ferry, c'est une bourgade aussi située dans l'actuelle Virginie occidentale. On en a parlé aussi lors du premier enregistrement, qui est le point de rencontre des frontières avec l'état du Maryland et celui de la Virginie. C'est un nœud de communication ferroviaire et fluviale stratégique. Elle compte ainsi un arsenal et une armurerie d'une importance vitale. La Virginie ayant fait sécession, les troupes qui s'y trouvaient stationnées, fidèles à l'Union, tentèrent de détruire l'un et l'autre au début des hostilités. Mais des supporters locaux sécessionnistes sauvèrent les marchandises qui furent transportées ensuite à Richmond. C'est en juin 61 que les nordistes vont chasser les confédérés avant de se rendre maîtres de ce territoire
qui deviendra d'ailleurs la fameuse Virginie occidentale, nous permettant ainsi d'ailleurs une très belle chanson, pour ceux qui ont le rêve. Jacksonville, c'est un port de Floride qui est situé au nord-est de cet état sur la façade atlantique. C'est un élément clé dans la stratégie du blocus économique de la Confédération. La ville a été occupée à plusieurs reprises par les troupes de l'Union, notamment à la suite d'un débarquement effectué le 10 mars 63. Les troupes fédérales renforcèrent activement la défense de la ville, qui, dans le prolongement du débarquement, devait servir de base de départ pour une incursion en profondeur dans le territoire sudiste. Le brigadier Joseph Finnegan, commandant des troupes sudistes dans le secteur, disposait dans son arsenal d'une pièce de marine montée sur un wagon plat, partiellement protégé d'une casemate. Sa batterie engagea directement le feu, mais reçut en retour le feu des différentes canonnières chargées d'appuyer l'opération dès lors et finit par être détruit. Le lendemain, les troupes d'infanterie tentèrent de déboucher sur la position, mais Finnegan, qui avait réparé sa pièce, l'engagea une nouvelle fois, appuyé cette fois-ci par de l'infanterie et de la cavalerie. Le feu de la pièce sudiste et mouvement flanquant des troupes confédérées contraignirent les fédéraux et leurs troupes à se replier dans la ville, qui se retrouva alors complètement en état de siège. De l'automne 64 à février 65, les armées de l'Union mèneront une véritable guerre d'usure de l'armée sudiste qui, malgré ses nombreux succès locaux, se retrouvera peu à peu encerclée à Petersburg, privée de ses précieuses liaisons ferroviaires. Déployant avec brio des capacités et des compétences, l'United States Military Railroad apportera un soutien déterminant aux opérations permettant notamment le déploiement de pièces d'artillerie lourde montées sur des voies ferrées pour harceler et détruire les fameuses fortifications ennemies. Fin mars, le non-succès de la tentative de percée sudiste lors de la bataille de Fort Stedman va complètement affaiblir les confédérés, notamment les forces de Lee, et va provoquer la débâcle qu'on appelle le Waterloo confédéré, mais aussi la bataille des 5 fourches. C'est le 1er avril, avec la prise de Petersburg et de Richmond le 3, et finalement la capitulation sudiste à Appomattox le 9. Les chemins de fer ont donc eu une influence non négligeable sur l'évolution et l'issue du conflit, d'une manière plus générale, même sur l'art de la guerre à travers les différents points qu'on a vus au cours de cette très longue chronique. La guerre de sécession a aussi permis de développer de nouvelles techniques de destruction et de remise en état des lignes de chemin de fer. Elle permet la constitution de corps spécialisés, comme par exemple le Construction Corps nordiste, la mise au point de techniques pour tordre et redresser les rails, l'usage d'éléments préfabriqués pour reconstruire des ponts, mais elle a vu aussi l'apparition d'outils militaires ferroviaires comme les fameux trains sanitaires, les trains blindés et leurs différentes utilisations pendant les opérations. De fait, les exigences et les contraintes en matière de déplacement stratégique de grandes quantités d'hommes, de matériel, vont avoir une importance majeure sur le développement à venir des chemins de fer américains. En partie, comme je vous l'ai dit en introduction, dans les projets de liaison entre la côte Est et la côte Ouest des États-Unis. Elles permettent également une plus grande standardisation des infrastructures. Fini le bordel avec les différents systèmes de rails, on va standardiser tout ça, le même matériau pour tout le monde et charbon pour tout le monde. Alors, en conclusion, répondre aux demandes des armées impose aux compagnies privées de développer de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes de travail pour faire transiter les grandes masses d'approvisionnement au moyen de nombreux trains sur les voies prévues pour un trafic en temps de paix. L'intérêt d'une homogénéisation des voies par recours à écartement unique et l'établissement des liaisons directes entre les voies des différents réseaux devient alors un impératif incontournable. La guerre va donc favoriser l'essor du commerce national inter-État qui va prendre le pas sur le commerce local et qui va alors imposer aux compagnies privées une plus grande coopération afin de rendre le transport ferroviaire plus performant en termes de concurrence et lui permettra ainsi définitivement de supplanter le transport fluvial et côtier. Ainsi, dès mars 1862, une réunion entre 7 compagnies va se tenir à Chicago, avec pour objectif d'établir des règles communes pour la prise en charge du fret, de la gestation des transports passagers, des tarifs, etc. etc. En 1863, ce sont 19 compagnies qui vont se réunir à Buffalo pour travailler à la mise en place d'une tarification et d'une billetterie unique sur les 4 lignes Est-Ouest du Nord. L'énorme accroissement du volume courrier distribué, dû en particulier à celui généré par les armées en campagne, va finir par mener en 64 à la création de voitures postales permettant d'effectuer le tri durant le transport et rendant plus rapide sa distribution, entraînant de fait aussi la disparition du Pony Express, puisqu'autrefois le courrier était distribué par des gens qui se baladaient à cheval. Il y a déjà eu des expériences. L'usure rapide des rails va imposer d'abord de réduire la vitesse des convois afin d'éviter des coûteuses réparations et va du coup amener les compagnies de chemin de fer du Nord à s'intéresser à l'acier. Le fer est sujet à une usure rapide tant par la rouille que par la déformation. Du coup, l'acier lui étant beaucoup plus solide, ça fera quelque chose de beaucoup plus stable et de plus ok. L'utilisation de rails en acier du coup va permettre de compenser le surcoût et l'achat, puisqu'on n'a pas besoin de le refaire tout le temps. Toutes les compagnies vont finir par s'y mettre, et c'est vraiment qu'à la fin de la guerre que les premiers rails en acier seront fabriqués et démocratisés.
Ce qui va se démocratiser aussi, ça va être l'utilisation du charbon, permettant du coup d'éviter d'utiliser le bois. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait le charbon a été utilisé aux États-Unis tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ils utilisaient trop de bois pour transporter leurs différentes troupes via le train, donc ils ont préféré passer au charbon qui était moins coûteux. Cette expérience sera extrêmement importante du coup, puisque vous vous rendez compte que l'utilisation du chemin de fer dans la guerre de sécession va non seulement d'une part bouleverser le cours de la guerre, mais va surtout bouleverser le cours des États-Unis tout entier. C'est vraiment tout un nouveau système qui est mis en place, beaucoup plus fédéral. Mais finalement, en fin de compte, ça rejoint quand même pas mal ce qu'a dit Michael au tout début de l'épisode, d'expliquer que finalement la guerre de sécession va permettre vraiment l'unité des États-Unis d'Amérique. Juste sur le chemin de fer, tout ce que t'as dit, c'est encore que, entre guillemets, effleurer la surface, parce qu'il y a encore Bien plein sûr. d'histoires autour du chemin de fer. Alors imaginez tout le reste. Non mais c'est monstrueux, voilà. mais c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait, c'est que c'est ce que vous disiez pardon tout à l'heure, c'est que c'est tellement bien documenté que c'est vertigineux. En fait on aurait pu passer 4 heures sur simplement la bataille de machin avec son fourgon blindé, parce que tout est extrêmement bien documenté. Il y a même un truc qui est fou, c'est que toute la réédition de Lee, elle est documentée avec même des dialogues de gens qui étaient là sur place et qui ont rapporté les dialogues, donc on sait exactement ce qu'ils se sont dit, et ce pendant 3 jours à peu près. Donc c'est vraiment dingue, je pense que c'est la première fois que tu as un aussi gros reportage de guerre. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la guerre de sécession elle est connue, c'est parce que il va vraiment y avoir des journalistes qui vont venir, il va y avoir de la propagande des deux côtés. C'est à mon sens, en tout cas à ma connaissance, une des premières fois que ça va se faire à ce niveau-là presque. Voilà. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.